Bonjour à vous, bienvenue à la conversation sur l'arthrite, fatigue et arthrite, trouvez votre rythme. Je suis Isabelle Robillard, gestionnaire de mission de la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, je tiens à souligner que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanien'Karaka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ce territoire avec des gens de toutes les cultures, identités et origines. Puissions-nous, ensemble, bâtir une communauté fondée sur l'équité, la diversité et surtout l'accès à la santé pour tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Michelle Bertrand, ergothérapeute, auteure et conférencière. Avant de débuter, voici quelques petits conseils techniques pour la présentation. Alors, le webinaire est toujours plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si jamais vous éprouvez de la difficulté, vous pouvez nous écrire à l'adresse question@arthrite.ca. Pour poser une question à notre invité, cliquez sur l'onglet Questions-réponses au bas de votre écran. On va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possible à la fin de la présentation. Et si vous souhaitez échanger avec d'autres participants ou avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada, utilisez la fenêtre Converser, également au bas de l'écran. Pour fermer la fenêtre, il suffit de cliquer sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire est enregistré et dans les prochains jours, vous recevrez un lien vers l'enregistrement ainsi que les diapositives présentées ce soir. Alors, pour de nombreuses personnes qui vivent avec l'arthrite, la fatigue représente un défi quotidien qui est très sous-estimé. La fatigue, c'est souvent envahissant et vraiment difficile à contrôler. Alors, lors de ce webinaire, on va prendre le temps de comprendre ce qui influence notre énergie, comment une condition chronique peut amplifier la fatigue et surtout, on va découvrir des approches concrètes pour mieux la gérer et essayer de favoriser la récupération. Évidemment, on va prendre le temps de répondre à un maximum de questions, mais je vous le rappelle à toutes les fois, en raison de la nature générale du webinaire, on ne peut pas aborder de cas individuels ni formuler de recommandations personnalisées. Ce qu'on espère, c'est que les informations qu'on va vous partager ce soir vont vous aider à mieux aborder les questions avec votre professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic ou des conseils qui sont mieux adaptés à votre situation. Alors, bonsoir Marie-Michel. Avant de parler de stratégie pour mieux gérer la fatigue, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui cause cette fameuse fatigue? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, ça me fait énormément plaisir qu'on puisse parler de cette thématique si importante qu'est la gestion de l'énergie. Avant d'aborder les causes, j'aurais souhaité commencer en partageant certaines statistiques qui sont très parlantes sur cette réalité. Donc, en fait, c'est plus de 80% des personnes atteintes d'arthrite inflammatoire qui indiquent vivre avec une fatigue extrême affectant leur quotidien. Les personnes qui souffrent d'arthrite disent souvent que la douleur est plus facile à gérer que la fatigue. En plus de la fatigue, au moins 70% des personnes atteintes d'arthrite souffrent aussi d'insomnie qui augmente la fatigue. Et l'arthrose, qui est la forme d'arthrite la plus répandue, présente aussi un risque de comorbidité accrue. Donc, elle va être associée à des problèmes de santé tels que l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiaques ou le diabète, qui, à leur tour, ont une influence sur la fatigue ressentie. Et pour situer ce soir, quand on va parler de l'énergie, en fait, c'est qu'on va la situer par rapport au fait que l'énergie peut être autant physique que cognitive et émotive et que les trois s'influencent entre elles. Et c'est la même chose au niveau de la fatigue. Donc, la fatigue peut être physique, peut être cognitive et peut être émotive. Et les trois vont s'influencer. Et pour mettre en lumière un peu cette interaction-là, j'ai une dernière statistique indiquant que jusqu'à 70% des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde déclarent souffrir d'anxiété et 38% indiquent souffrir de dépression. Donc, pour répondre maintenant à la question au niveau des causes, en fait, c'est que la fatigue est multifactorielle. Donc, elle peut être liée au processus inflammatoire qui mobilise beaucoup d'énergie au niveau du corps, et ce, tant au repos qu'à l'activation,
Aussi, quand on se suractive, ça va créer une forme de cascade inflammatoire qui va influencer davantage sur l'énergie. À cela s'ajoutent tous les facteurs au niveau d'un sommeil altéré, que ce soit au niveau d'un endormissement difficile, d'un sommeil agité au niveau de la douleur, de réveils fréquents ou d'une sensation de sommeil non récupérateur dès le lever. Avec le temps aussi, plusieurs personnes peuvent entrer dans un cercle vicieux, soit en réduisant trop leur activité par peur de l'épuisement, ce qui va mener au déconditionnement, soit à l'inverse en dépassant leur tolérance lors des bonnes journées ou par déni de la condition, ce qui entraîne un contre-coup important au niveau du dépassement des tolérances. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact des préoccupations énergivores qui vont agir comme une charge mentale invisible. Au niveau des facteurs environnementaux, que ce soit au niveau de la température, au niveau de l'humidité qu'on peut ressentir par temps chaud ou par temps froid, c'est des facteurs qui viennent influencer la fatigue. Les facteurs environnementaux peuvent être aussi les facteurs de type social, comme notre charge familiale ou notre charge dans notre rôle productif au travail. Finalement, tout ce qui concerne le mode de vie, par rapport à la condition de santé ou les habitudes comme l'alimentation ont une influence pour aider notre énergie ou pour, à l'inverse, augmenter la fatigue. Et comme on mentionnait tantôt, différents éléments de comorbidité peuvent rentrer en ligne de compte et certaines médications peuvent aussi jouer sur le niveau de fatigue ressenti. Donc, en ergothérapie, on ne va pas chercher seulement une cible, on va vraiment chercher à comprendre l'interaction des différents facteurs et à venir porter des petites actions, des gestes concrets qui vont nous aider à trouver un équilibre au quotidien malgré la fatigue ressentie. M'excuse, ça m'arrive à toutes les fois, je pense, de ne pas trouver mon volume. Alors, merci beaucoup pour les explications, Marie-Michel. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qui origine, en fait, d'où vient notre fameuse fatigue et les nombreuses causes, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la condition chronique va l'affecter? Oui, dans le fond, pour reprendre le graphique de tantôt où est-ce que l'énergie et la fatigue peuvent se retrouver dans 3 sphères, j'ai indiqué différents exemples de comment ça peut se manifester au quotidien. Par exemple, au niveau de la fatigue physique, on peut l'identifier sous forme parfois d'un démarrage plus lent au réveil ou d'une sensation que le sommeil n'a pas été récupérateur et qu'on se sent dans un entre-deux lors du réveil. Ça peut aussi se manifester par une fatigabilité qui va être rapide, cumulative tout au long de la journée et ou disproportionnée à l'effort fourni. Tout ce qui concerne aussi les tolérances posturales, le rythme de pas, la fatigue aussi à différentes manipulations répétitives du corps ou de manutention de charge. Ça peut être différentes manifestations de la fatigue physique, mais il y en existe d'autres aussi. Au niveau de la fatigue cognitive, ça peut se manifester par une concentration réduite, que ce soit aux conversations, à des tâches de lecture, à des tâches aussi qu'on a un fil conducteur, comme lorsqu'on prépare un repas et qu'on va chercher les ingrédients dans l'armoire, mais qu'on oublie qu'est-ce qu'on était en train d'aller chercher. Ça peut être une forme de sensation de brouillard cognitif ou qu'on a l'impression d'avoir la tête lourde, de se sentir un petit peu zombie. La prise de décision aussi peut être plus énergivore, peut nécessiter un petit peu plus de temps de réflexion avant de pouvoir se positionner. Finalement, un autre exemple, ce serait tout ce qui concerne, comme on mentionnait tantôt, la mémoire de travail qu'on peut retrouver dans différentes manifestations, autant à la maison qu'au travail, dans nos tâches seules ou dans des tâches d'interaction sociale. Et finalement, au niveau de la fatigue émotive, là aussi, on peut avoir des enjeux un petit peu de planification, pas tant en termes de priorisation de tâches, mais plus en lien avec une forme de dilemme interne où c'est qu'on va douter un peu de ses réflexions, on va douter de soi par rapport à toute l'incertitude qu'on peut vivre dans l'autogestion de l'énergie. Il peut avoir la fatigue aussi émotive reliée au deuil des capacités et de la vie qu'on connaissait avant le diagnostic.
La tolérance sociale au niveau de notre batterie peut être très fluctuante dans le temps. Les symptômes de type anxieux, dépressif, que ce soit en lien avec la crainte, un petit peu d'une baisse d'énergie à venir ou par rapport à une hypervigilance de contrôler tous les facteurs pouvant influencer notre énergie, peuvent rentrer en ligne de compte. Et toute l'accumulation de ces différentes manifestations-là qu'on peut avoir au quotidien peut faire en sorte qu'au fil du temps, on tombe dans un certain cycle de la fatigue malgré nous. Donc, via la fatigue, que ce soit physique, cognitive, émotive, on peut avoir tendance à diminuer au fil du temps certaines activités, soit par crainte ou soit par dépassement des tolérances avec ensuite un repos forcé. Et cette diminution-là des activités peut entraîner une diminution des capacités qui emmène à son tour de la frustration, de l'anxiété, une perte de sens qui, à son tour, influence la fatigue négativement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'aller tranquillement de ce cycle-là à celui cycle de la gestion de l'énergie, où est-ce qu'on va s'adapter à c'est quoi mon énergie disponible présentement en considérant qu'elle peut être variable dans le temps, que ce soit d'une journée à une autre ou en date d'aujourd'hui. Et on va en arriver à faire un engagement adapté dans nos activités ciblées afin de prévenir un déconditionnement et afin de maintenir nos capacités. Et tout ça ensemble mène à un meilleur sentiment d'auto-efficacité, à une reprise de sens dans notre quotidien et à un bien-être amélioré qui, à son tour, influence positivement notre énergie disponible. Donc, il y a différentes stratégies qui peuvent aider à arriver à un engagement adapté et c'est ce qu'on va se pencher aujourd'hui ensemble. Merci. C'est vrai qu'il y a énormément de raisons, hein. Donc, maintenant qu'on sait comment ça affecte notre quotidien, est-ce qu'il y a des façons pour mieux préserver notre énergie? Oui, tout à fait. Et en fait, je vais commencer par la conclusion pour qu'on ait dès le début un peu les points clés en tête tout au long de la discussion. Donc, il existe des stratégies protectrices qu'on va vraiment vouloir mettre de l'avant, telles que le fait d'intégrer un dosage des activités, d'intégrer une alternance entre nos périodes d'activité et nos périodes de repos, d'instaurer aussi le respect de nos signaux corporels, donc de nos drapeaux, et d'intégrer différentes stratégies d'adaptation, de simplification et d'ajustement des tâches. Donc, on va vraiment chercher à éviter toute la tendance à repousser nos limites, à performer malgré la fatigue et à être rigide dans une façon de faire qui ne va pas être flexible, en fait, à nos besoins véritables. Et on va vraiment reprendre ces concepts-là dans les différentes stratégies qu'on va regarder ensemble. Donc, j'ai regroupé les catégories de stratégies en 4 grands éléments. Donc, il y a les saines habitudes de vie, plus au quotidien, au jour le jour, qu'on va regarder ensemble. Il y a les stratégies, plus de la vue d'ensemble au niveau de la planification et de l'organisation tout au long des journées qui se suivent, la vue d'ensemble de la semaine, du mois. Il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous au niveau du point de focus et du discours intérieur, donc le petit hamster qui travaille fort au quotidien. Et finalement, il y a tout le processus aussi d'avoir une adaptation consciente où est-ce qu'on va faire des tests de nouvelles façons de faire, qu'on va faire des constats de qu'est-ce que j'aime que je veux garder comme nouvelle stratégie ou qu'est-ce que j'aime peut-être un petit peu moins puis que je vais aller vers d'autres stratégies. Donc, de se permettre de faire des essais pour les adapter à nous, notre situation, à nos préférences et à nos besoins. Donc, si on commence au niveau des saines habitudes de vie, il y a 4 grandes catégories que je souhaiterais mettre en lumière aujourd'hui. Donc, c'est certain que tout ce qui touche l'activité physique pour contrer le déconditionnement, pour se permettre de bouger selon tolérance, c'est un point clé. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y avait eu un webinaire de Denis Fortier, qui est un physiothérapeute dont je fais la recommandation d'aller regarder son webinaire.
Donc, des activités douces de type marche, étirement, des loisirs doux aussi selon les intérêts, comme du yoga adapté, du tai chi, de l'aquaforme. C'est des éléments qui vont nous aider à bouger en douceur pour maintenir une saine capacité articulaire, aider aussi les processus d'activation. Tout ce qui concerne aussi, autre que les loisirs, mais les mouvements simples du quotidien, c'est aussi à considérer. Donc, les mouvements fonctionnels, de changer de position au courant d'une journée quand on est trop longtemps assis, de se mettre une certaine routine, de se lever, de changer de position, de faire quelques pas dans la journée, ou au contraire, quand on est trop statique debout longtemps, d'intégrer des mouvements un petit peu plus dynamiques, de prendre des pauses assises. C'est réellement des éléments au niveau de l'activité physique que ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais qu'une certaine constance et le fait de respecter les tolérances va être aidant pour notre énergie. Au niveau de l'alimentation, tout ce qui va toucher les saines habitudes de vie au niveau d'avoir des repas qui vont être soutenants, avec des aliments aussi qui vont aider parfois les enjeux de douleur au niveau d'une alimentation anti-inflammatoire. Si je réfère en nutrition, si vous avez des questions à ce niveau-là, mais d'avoir des aliments variés qui vont nous donner l'énergie tout au long de la journée. J'encourage fortement à avoir un regard sur c'est quoi vos habitudes au niveau de l'alimentation. Et il ne faut pas banaliser aussi l'importance de s'hydrater régulièrement parce que quand on est déshydraté, quand on ne boit pas suffisamment d'eau, ça a un impact autant sur notre énergie physique, cognitive qu'émotive. Et c'est un petit geste qui est accessible régulièrement au quotidien. Au niveau de ce qui concerne le sommeil, l'hygiène de sommeil, que ce soit dans la préparation du coucher ou dans les stratégies le jour pour aider notre sommeil la nuit, il y a différents éléments clés, dont justement avoir des heures régulières de coucher, des heures régulières de lever et de s'exposer le jour à la luminosité naturelle dès le réveil et durant la journée. Et quand on arrive plus proche du soir, de venir porter attention à est-ce que malgré moi, je continue à être exposée à de la luminosité, que ce soit via mon écran cellulaire, via ma télévision, puis est-ce que ça vient impacter mon sommeil? Donc, des fois, il y en a qui sont moins avec un impact majeur sur leur sommeil, mais quand c'est difficile d'avoir un sommeil récupérateur, de porter attention à est-ce que mes habitudes d'écran en soirée ont un impact sur la qualité de mon sommeil? Ça peut être intéressant de s'y pencher, mais assurément qu'une stratégie ultra aidante, c'est de s'assurer de s'exposer le jour à la lumière naturelle. Et finalement, au niveau des saines habitudes de vie, de ne pas s'isoler, mais de vraiment aller vers des stratégies de socialisation qui vont être énergisantes, qui vont être soutenantes au quotidien. Ça peut être intéressant parce que des fois, on prend l'habitude de considérer que le social, ça peut être un peu une forme de performance, d'être dans le faire, alors que le social peut être très ressourçant quand on est davantage dans la relation, donc dans le être avec et pleinement dans le moment présent sans dépassement des tolérances. Donc, de pouvoir nommer ses attentes, ses limites, ses besoins, ses profs, c'est quelque chose que parfois ça peut être un peu ardu de faire, mais que ça peut réellement valoir la peine de s'ouvrir en douceur sur le sujet en partageant son vécu afin de mieux s'écouter. Au niveau de ce qui concerne davantage les stratégies de planification et d'organisation, c'est certain qu'il y a des stratégies plus au niveau de prévoir un petit peu les activités à notre horaire, mais des fois, on ne pense pas à prévoir d'avoir des tampons. Donc, on veut anticiper, mais pas trop, le fait que ce serait normal d'avoir des fluctuations d'énergie. Donc, d'anticiper, ça peut être très aidant quand on va être moins justement dans la réaction d'avoir constamment dépassé notre batterie d'énergie. Donc, de s'attendre à des possibles fluctuations, de s'ouvrir à l'idée de s'y ajuster, de se créer de la marge de manœuvre dans l'horaire, que ce soit en planifiant des pauses à des moments stratégiques, en se prévoyant des fois un petit peu plus de temps à certaines périodes de transition.
c'est des éléments qui vont nous aider à pouvoir se réajuster plus rapidement si des drapeaux se lèvent. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on connaît nos drapeaux rouges, mais nos drapeaux jaunes, nos drapeaux oranges d'augmentation de la fatigue, soit qu'on n'aime pas trop les voir, donc on les met de côté quand ils apparaissent, ou soit qu'on le sait quand ils sont là, mais on a tellement peur qu'ils veulent nous dire ben, si j'ai un drapeau jaune, c'est signe que je m'en vais vers le rouge. Alors qu'en fait, si on change notre regard sur les drapeaux, que un drapeau jaune, ça m'aide à me ramener vers le vert, ça m'aide à être réactif, à m'ajuster au bon moment face à comment que mon corps me parle. Ça nous aide à être vraiment dans une proactivité qui peut être très saine. Et nos drapeaux, ils peuvent être autant au niveau de manifestations physiques, de manifestations cognitives ou émotives, comme on se parlait tantôt. Puis des fois, on ne se rend pas compte, mais ça peut être aussi des manifestations comportementales. Par exemple, si je suis plus fatiguée, bien, sans m'en rendre compte, je peux me mettre à manger un petit peu plus de sucré. Je peux boire un petit peu plus de café ou je peux passer un petit peu plus de temps sur mes écrans. Fait que de bien comprendre, dans notre cas, comment se manifestent nos drapeaux, ça peut être très intéressant parce que ça se manifeste différemment d'une personne à une autre. Au niveau de tout ce qui concerne les tâches de prioriser, ben, des fois, on a tendance à beaucoup prioriser les tâches qui vont être dans les responsabilités, les obligations, dans ce qui nous semble nécessaire de faire dans une journée, alors qu'en fait, des fois, des activités qui peuvent être priorisées peuvent être des activités qui vont être agréables, qui vont être des loisirs qui vont nous aider à recharger notre batterie et là, en quelque sorte, à avoir une meilleure tolérance au fil de la semaine. Donc, de considérer qu'est-ce qui nous fait plaisir pour le faire à certains moments clés, où est-ce qu'on a de l'énergie, ça peut être très payant. L'exemple qui me vient en tête, c'est quelqu'un qui aimerait prendre un temps de lecture et qui se dit, ben, je vais lire uniquement quand je vais avoir fini mes tâches. Mais si on lit uniquement rendu le soir au lit, bien, ça se peut qu'on ait trop de fatigue pour profiter de ce petit moment-là qui nous aurait fait du bien. Donc, des fois, de se dire, bien, mon meilleur moment de la journée, par exemple, si c'est 11 heures, bien, c'est le moment que je me réserve pour lire et que ça soit un temps de qualité qui me fasse du bien et qui m'aide dans ma gestion de l'énergie quotidienne. Donc, de différencier ce qui est nécessaire de ce qui peut être reporté, délégué, simplifié, ça en fait partie, mais ce qui est parfois nécessaire, c'est d'avoir la notion de plaisir aussi dans nos gestes du quotidien. Concernant la stratégie de fractionner des tâches, bien, c'est sûr qu'on peut venir diviser les tâches énergivores en plusieurs petites étapes. On peut aussi utiliser la méthode sandwich, où c'est qu'on va alterner une activité, une pause, une activité, une pause, ou qu'on va adapter différemment le sandwich pour dire, bien, je fais une activité physique, ensuite je vais faire une activité cognitive et qu'on alterne les tranches du sandwich par alternance. De s'arrêter aussi avant l'apparition d'une fatigue importante, bien, ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, de pouvoir reconnaître nos drapeaux jaunes et non pas uniquement connaître nos drapeaux rouges. Donc, d'intégrer le repos préventif ne va pas faire en sorte qu'on va se déconditionner. Au contraire, c'est qu'on va davantage durer dans notre batterie d'énergie dans le temps. Et c'est toutes des choses aussi qui vont aider à prévenir l'effet yo-yo. Donc, prévenir le fait de trop dépasser nos capacités et que là, on soit en repos forcé parce qu'il ne nous reste plus de batterie d'énergie. Et finalement, au niveau de la planification, de l'organisation, tout ce qui touche le fait de restructurer parfois soit notre horaire ou notre environnement à la maison ou de travail, ça nous permet de réduire parfois beaucoup le coût en énergie requis dans certaines tâches. Que ce soit, par exemple, ben, si j'ai toujours eu l'habitude de ranger ma vaisselle en hauteur dans mes armoires, est-ce que je me permets d'essayer de les placer à un endroit qui est plus accessible pour mon quotidien et de m'économiser de l'énergie de cette façon-là?
Pareil, de couper des légumes racines avec un couteau qui est déseffilé, c'est beaucoup plus énergivore. Donc, des fois, de venir s'assurer à est-ce que mes équipements de travail, est-ce que mon organisation du matériel me permet de réduire des efforts inutiles, que ce soit en réduisant des déplacements ou que ce soit en allégeant le coût en énergie. C'est des choses que des fois, on n'y pense pas par habitude, mais que des fois, de se repositionner, de reconsidérer différemment notre organisation environnementale, c'est intéressant. Et finalement, tout ce qui concerne la charge mentale, de pouvoir utiliser des stratégies de mise sur papier, par exemple, de notre liste d'épicerie, de se faire un horaire visuel, que ce soit via un agenda papier, un agenda cellulaire. C'est toutes des choses qui vont aider à décharger un petit peu notre charge mentale et à redistribuer notre énergie ailleurs. Donc, le cerveau ne va pas devenir paresseux à utiliser des listes, à utiliser une structure d'agenda visuel. Au contraire, c'est qu'il va mieux pouvoir s'économiser dans la planification quotidienne et redistribuer autrement l'énergie. Concernant le point du point de focus et du discours intérieur, c'est vraiment intéressant de se pencher sur comment je me parle, parce que de la façon qu'on se parle, ça va avoir une influence sur autant nos émotions que sur nos comportements. Donc, des fois, de repérer certaines phrases qui peuvent avoir un potentiel énergivore sans qu'on s'en rende compte à entretenir une fatigue, ça peut être intéressant de venir les identifier. Par exemple, les phrases type de je devrais être capable de, il faut que. C'est des phrases que sans qu'on s'en rende compte, qu'on peut se nommer des fois de façon automatique et qui vont entretenir le fait qu'on va dépasser un petit peu nos drapeaux jaunes puis qu'on va se rendre davantage vers des drapeaux oranges, des drapeaux rouges. Donc, de venir identifier ces phrases énergivores-là, de venir voir est-ce qu'il y a une façon de les ajuster, de les nuancer pour être davantage dans l'auto-bienveillance puis dans le respect de nos capacités. C'est de se poser la question, en fait, est-ce que cette phrase-là m'aide ou est-ce qu'elle m'épuise? Et c'est un peu la stratégie de venir adapter le discours à comme si on se parlait à une meilleure amie. Donc, ce qu'on dirait à notre meilleure amie, ça s'applique aussi à nous. Donc, c'est de venir apporter des nuances douces dans notre discours intérieur. Et quand on voit que ça va moins bien, d'avoir des phrases d'ancrage qui nous ramènent à un discours qui va être davantage positif, sans être dans du positivisme toxique ou sans être dans des lunettes roses, mais d'avoir des phrases qui vont venir nous ancrer dans notre gestion de l'énergie. Ça peut se manifester, par exemple, avec des phrases comme « Mon corps me parle, je l'écoute. Respecter mon énergie, c'est prendre soin de moi. Mon énergie fluctue, mais ma valeur ne fluctue jamais. » Donc, c'est de venir identifier des phrases qui vont nous faire du bien puis qui vont nous ramener à c'est quoi notre cible de gestion de l'énergie. Dans le quotidien aussi, qui peut être très énergivore puis avec différentes demandes d'adaptation, ça peut nous faire vivre des fois des émotions qui vont être désagréables. Donc, de venir volontairement insérer par-ci, par-là, des petits bonheurs qui vont créer des émotions agréables, ça va aider à nourrir notre énergie émotionnelle. Et parfois, c'est même sans qu'il y ait forcément de coût physique élevé. Si je prends l'exemple, des fois, si c'est un petit bonheur pour moi d'allumer une bougie ou de me mettre une crème parfumée sur les mains ou de me mettre une musique que j'apprécie pendant que je fais une activité, bien, ça peut nourrir mon énergie émotionnelle, ça peut m'aider à avoir un petit clin d'œil dans ma journée et c'est l'accumulation de petites émotions agréables des fois qui vont nous aider à prendre soin de notre énergie émotionnelle qui influe sur l'énergie physique et cognitive. Donc, de planifier des actions concrètes qui nous font du bien, ça fait partie de la gestion de l'énergie. Et une stratégie, des fois, qu'on pense pas ou qu'on connaît, mais qu'on est un petit peu frileux à intégrer, c'est sûr que de faire un bilan de fin de journée au niveau de c'est quoi mes fiertés, c'est quoi mes gratitudes par rapport à mes bons coups, ça l'aide aussi à beaucoup changer le point de focus
sur je vais être moins dans le j'ai pas assez fait, je ne suis pas satisfait de, pour aller davantage vers un type de focus que on va avoir vécu des petits bonheurs, on va avoir suffisamment fait une action qu'on souhaite mettre en lumière, qu'on souhaite s'auto-féliciter. Donc, ça entraîne des nouvelles autoroutes neuronales au niveau cognitif et c'est tous des éléments qui peuvent là aussi venir nourrir notre énergie différemment. Et finalement, au niveau de tout ce qui touche le concept d'adaptation consciente, l'idée, c'est vraiment de venir voir dans mon quotidien, est-ce qu'il existe d'autres façons de faire et lesquelles que je me permets d'essayer. Puis ça se pourrait que des fois, on fasse des essais que ah, ça me parle moins, mais au moins je l'ai testé. Je vais aller vers d'autres types de stratégies. Mais de façon générale, d'intégrer des concepts de slow living où c'est qu'on va prendre davantage de temps pour vivre une vie en douceur, un rythme qui va être moins compressé dans le temps, ça peut vraiment être une valeur intéressante à intégrer dès le réveil. Donc, parfois, d'avoir une routine plus douce, plus de temps, que ce soit pour faire des étirements au lit, que ce soit pour rester un petit peu plus longtemps en pyjama et être moins à la course le matin quand on est dans un moment qu'on a des raideurs matinales ou c'est qu'on a une certaine lenteur, une fatigue à sortir du lit. Ça peut être bien des fois d'avoir l'habitude de je me lève, mais j'ai de la marge de manœuvre pour commencer ma journée en douceur. Parfois, il y a même des choses qu'on peut préparer la veille à un moment aussi qu'on a plus d'énergie, que ce soit préparer à l'avance ses vêtements, préparer à l'avance notre table à déjeuner. Comme ça, quand on se lève, il y a déjà un début de la journée qui a commencé, que c'est accueillant pour commencer en douceur. Dans les différentes routines qu'on a à la maison, que ce soit dans la préparation de repas, par exemple, des fois de venir voir, est-ce que il y a des stratégies compensatoires, par exemple de couper mes légumes. Est-ce que je peux le faire une journée différente de la journée que je cuisine? Est-ce qu'au lieu de couper mes légumes, est-ce que je vais plutôt vers des légumes qui sont congelés ou des légumes qui sont déjà pré-coupés par l'épicier? Parfois, ça va passer le test pour certaines recettes, puis dans d'autres, non. Ça dépend. L'idée, c'est d'essayer puis de se créer un éventail de possibilités. Pareil au niveau des vêtements, des fois de venir voir, est-ce que les vêtements que je porte, est-ce qu'ils sont faciles à enfiler? Est-ce qu'ils sont faciles à entretenir? Est-ce que j'ai du plaisir à les porter? Parce que des fois, on se crée une forme d'obligation à garder ce qu'on a déjà, alors qu'en fait, nos besoins peuvent avoir changé au niveau du temps ou de l'énergie requis pour entretenir, par exemple, les vêtements. C'est un peu la même chose au niveau de tout ce qui est les routines de soins corporels. Parfois, on a un séchoir, on a un fer-plat que ça fait longtemps qu'on a, qui sont encore fonctionnels, mais que peut-être qu'il en existe des modèles plus légers, plus ergonomiques. Donc, des fois, de se permettre de reconsidérer des choses qui sont déjà dans notre routine, de est-ce que je peux les faire différemment? Est-ce qu'il existe d'autres outils qui vont me permettre d'économiser de l'énergie? Ça peut être intéressant de considérer différents petits éléments de notre quotidien avec un regard différent. D'intégrer la position assise, que ce soit à la préparation de repas, que ce soit au moment qu'on plie des vêtements, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que notre corps va se déconditionner. C'est vraiment que ça va nous faire économiser de l'énergie au niveau des groupes musculaires qui sont impliqués. Et cette énergie-là va pouvoir être utilisée différemment dans d'autres activités de notre quotidien, mais c'est de se permettre d'intégrer une nouvelle façon de faire, un nouveau positionnement de façon préventive. Donc, il existe vraiment tout plein de stratégies qu'on peut venir voir avec un regard différent et il n'y a pas de formule magique qui s'applique à tout le monde. Donc, moi, je vous inviterais réellement à, si vous avez besoin de conseils pour réexplorer différemment vos routines, pour venir voir quelle stratégie pourrait être plus pertinente dans votre cas versus quelqu'un d'autre, à aller chercher du soutien à ce niveau. Donc,
La gestion de l'énergie, ce n'est pas de faire moins afin de s'empiler de l'énergie. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ce n'est pas non plus de dire je vais tellement écouter les recommandations que ça va me permettre plus tard de pouvoir avoir des possibilités de dépasser sans que j'en paye le prix. C'est vraiment plutôt de se dire, ben, je vais faire différemment afin de mieux m'écouter, mieux me respecter et m'ajuster aux fluctuations parce que c'est raisonnable de s'attendre à ce que mon énergie fluctue dans une journée. Donc, c'est de trouver son rythme du moment présent afin de trouver un équilibre qui va être davantage agréable et réaliste au quotidien. Merci, Marie-Michel, de nous ramener un peu à l'ordre. On est tellement exigeant envers nous, puis il faudrait tellement que tout... il faudrait, justement, on l'utilise donc bien trop souvent. Alors, merci pour les conseils. Maintenant, comment est-ce qu'on peut profiter pleinement de nos moments de repos? En fait, on pense des fois que les pauses, c'est du temps perdu, ou c'est que c'est un temps imposé, que c'est comme une punition, alors qu'en fait, une pause, ça peut être un moment de récupération où est-ce qu'on a une intention et où est-ce qu'on a un sens qui va nous aider à recharger notre batterie. Donc, dans les différentes formes de récupération que j'ai mis à l'écran, chacune d'entre elles va répondre à un besoin différent. Et dans chaque catégorie, il y a tout le temps des exemples très diversifiés. Par exemple, si on regarde la récupération sociale, ben, pour une personne, se reposer, ça peut être, par exemple, de dire, ben, ce midi, j'irai pas dîner avec les collègues, je vais venir dîner dans mon bureau pour faire une relaxation, pour prendre une pause sensorielle avec les yeux fermés, des respirations profondes. Alors que pour cette même personne-là, une autre journée, qu'est-ce qui va l'aider à récupérer, à prendre un temps d'arrêt où elle recharge sa batterie, ça va être justement de dire, ben, aujourd'hui, je me permets avec une amie d'aller m'asseoir au banc proche du travail et on va parler ensemble, on va discuter et ça peut être très variable en fait. Donc, dans les différentes formes de récupération, ça peut autant inclure le fait de faire une sieste, tout comme d'aller marcher, ça peut inclure aussi d'intégrer des stratégies de méditation, de relaxation, de respiration profonde. Il peut y avoir aussi le fait de prendre une pause pour tout mettre sur papier, c'est quoi qui était dans notre charge mentale au niveau de ah, c'est vrai, je ne dois pas oublier tel élément, au niveau de l'épicerie, ah aussi, j'ai tel rendez-vous à prendre. Donc, de tout déposer sur papier, ça peut être une forme de récupération mentale qui va calmer notre hamster mental. Toutes les stratégies, des fois, de se permettre des petits clins d'œil tout simples, comme mentionné tantôt, d'écouter de la musique, de s'allumer une bougie, de se permettre de chanter, même ça, c'est de se permettre d'explorer qu'est-ce qui présentement a un potentiel d'être davantage énergisant pour moi versus énergivore. Donc, les formes de récupération peuvent vraiment aider à récupérer, à recharger notre batterie via différents besoins, mais c'est tellement variable d'une journée à une autre que parfois c'est de ressortir un petit peu, c'est quoi déjà mes différentes formes, fait que cette image-là peut être intéressante pour venir voir qu'est-ce qui m'interpelle aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est énergisant. Donc, je sais qu'on a parlé de plusieurs points aujourd'hui. J'espère que ça donne quand même une certaine direction, une certaine ouverture à considérer en date de ici et maintenant comment je me sens, qu'est-ce qui me ferait du bien afin qu'on s'ouvre à des stratégies de gestion de l'énergie, autant au niveau physique, cognitif qu'émotif. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Michel. On a déjà passé quand même plusieurs trucs et conseils. On a évidemment reçu beaucoup de questions avant le webinaire et on en a reçu plusieurs pendant le webinaire aussi. Vous avez déjà répondu à plusieurs d'entre elles, mais avant de passer à une période de questions-réponses, je veux rappeler à tout le monde que notre invité ne va pas poser de diagnostic ou offrir de conseils médicaux personnalisés.
Et comme c'est le cas à chaque webinaire, ça nous brise le cœur, mais je sais très bien qu'il y a certaines questions qui sont excellentes puis qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Alors, si jamais vous avez des questions qui sont urgentes, que vous pensez qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à questions@arthrite.ca pour qu'on puisse faire un suivi si on le peut, évidemment, mais encore là, nous non plus, on ne peut pas faire de diagnostic. Alors, Marie-Michel, euh, une des questions, en fait, ce qui nous est souvent dit, c'est l'espèce de culpabilité de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on faisait avant, euh, et toutes les limites que ça apporte dans nos relations sociales. Tu sais, le ménage n'est pas fait nécessaire. La fatigue va faire qu'on n'a pas tant d'énergie pour faire le ménage, donc on se sent mal à l'aise de recevoir à la maison, etc. Comment est-ce qu'on peut aborder avec nos proches euh, comment on se sent, puis à quelle limite est-ce qu'on vit avec la fatigue? Ben, c'est sûr que parfois, de venir cibler le bon moment pour en parler, ça peut être intéressant parce que quand on en parle, quand on est trop fatigué, quand on est dans un débordement de fatigue, ça peut être un moment moins propice aussi à être dans l'ouverture de la discussion. Donc, de choisir un moment qui est calme, où c'est qu'on n'est pas pressé dans le temps et où qu'on n'est pas en fatigue extrême, ça peut être un contexte qui est favorable à la discussion. Aussi, de ne pas prendre pour acquis que l'autre comprend à 100% notre réalité. Donc, de prendre le temps de vraiment mettre des mots sur c'est quoi notre vécu expérientiel, même si ça semble évident, certaines manifestations de fatigue, mais de le rendre concret en mettant des mots sur notre réalité, en parlant au jeu. C'est des éléments qui permettent d'ouvrir la discussion en douceur. Et parfois, on pense que c'est un sujet qui va être tellement, tellement crunchy, tellement demandant que on va s'économiser de l'énergie à ne pas en parler, alors qu'en fait, c'est le contraire, de se permettre d'ouvrir le sujet sur cette thématique-là. Il y a plus d'avantages à prendre un temps où on se montre vulnérable, où est-ce qu'on ouvre la discussion, puis qu'on se réajuste dans l'explication, dans la clarification. Donc, d'oser ouvrir la discussion, je dirais que c'est pas mal un élément clé. Puis parfois, dans les exemples un peu de partage de c'est quoi nos besoins, des phrases clés avec la mention du je, ça peut être par exemple j'ai remarqué que quand je dépasse mes limites, j'en paye souvent le prix le lendemain. J'essaie donc maintenant d'apprendre à mieux respecter mes tolérances. Je remarque que mon énergie n'est pas constante et que j'ai besoin de réajustement. Donc, c'est vraiment des phrases où c'est qu'on va parler de notre point de vue, de notre ressenti. Puis parfois, d'avoir des exemples concrets de qu'est-ce qui nous aide. Par exemple, d'indiquer ce qui m'aide vraiment, c'est d'avoir une flexibilité pour partir plus tôt à certains événements. Sinon, parfois, ce qui m'aide vraiment, c'est de se répartir des tâches lors des rassemblements. Ce qui m'aide vraiment, ça peut être aussi qu'on me fasse confiance dans ma lecture interne de comment je me sens. Donc, il y a plusieurs façons de le personnaliser, mais l'idée, c'est d'oser ouvrir la discussion sur le sujet à un moment, des fois, qui est peut-être plus en prévention, donc avant qu'on soit trop fatigué. Merci, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Euh, on nous a parlé aussi du travail. C'est toujours un peu complexe de gérer la fatigue dans le milieu de travail. Est-ce qu'il y a des adaptations qu'on peut faire pour nous aider à mieux gérer notre journée au travail? C'est certain qu'il existe des stratégies au niveau plus de la planification, de l'organisation, mais aussi tout ce qui concerne l'ergonomie de travail, que ce soit la position assise pour quelqu'un qui a un travail de bureau, de télétravail, ou pour les positions davantage debout, que ce soit statique ou dynamique. Il existe vraiment une panoplie d'adaptations. Tu sais, je pense entre autres au tapis anti-fatigue quand on est debout.
Je pense aussi à tout ce qui est l'ergonomie des chaises de bureau, des bureaux adaptables en hauteur pour permettre une alternance de position. Parfois, ça peut aussi passer par la planification de changements de position dans notre routine. Donc, quand on sait qu'on a un long bloc de rédaction ou qu'on a plusieurs réunions back-à-back, mais qu'est-ce qu'on va faire dans nos temps de transition ou quand est-ce qu'on va prévoir des pauses stratégiques pour se lever? Donc, d'intégrer des mouvements fonctionnels tout au long de la journée de travail, ça peut être des belles stratégies, autant pour des travails sédentaires que davantage dynamiques. Aussi, au niveau de certaines procédures, je pense entre autres à la saisie de données. Si, par exemple, on a une feuille de papier à côté de soi et qu'on souhaite la transcrire à l'ordinateur, bien, tous les mouvements répétitifs du coup, par rapport à la lecture du document et le fait de regarder notre écran, mais des fois, ça peut être simplement de venir voir est-ce que je peux éviter les mouvements répétitifs plus cervicaux en ayant un porte-document qui va être près de mon écran. Et là, ça va être simplement les yeux qui vont bouger pour la saisie de données. Donc, il existe plusieurs stratégies d'ergonomie de travail qui peuvent être regardées, soit via parfois un responsable à l'interne de votre emploi qui est formé ou en allant vers des services d'évaluation ergonomique en externe. Aussi, tout ce qui est le fait de cibler quelles tâches me sont énergivores au travail. Pour certains, ça va être les réunions d'équipe. Pour d'autres, ça va être des gros blocs de rédaction, donc d'écrire pendant 3 heures à l'ordinateur. Pour certains, c'est ça qui va être plus énergivore que les rencontres d'équipe. Pour d'autres personnes que parfois qui alternent entre du travail au bureau ou des déplacements à l'extérieur du bureau, c'est ça aussi qui va être l'élément le plus énergivore. Donc, de venir voir, c'est quand les moments que j'ai le plus d'énergie, c'est quoi mes tâches qui sont le plus énergivores pour venir voir comment on les positionne un petit peu dans l'horaire. Ça demande de ne pas le faire sur le coup, mais ça demande des fois de le faire un petit peu plus dans notre planification à l'avance de notre semaine de travail. Savoir reconnaître aussi nos périodes où est-ce qu'on est plus ou moins performant. Parfois, on est habitué à faire un horaire, puis la maladie peut nous amener à modifier un peu cet horaire-là. Mhm. Puis En des fois, parler on pense, aussi. oui, puis des fois, on pense que notre niveau d'énergie, notre meilleur moment, il est toujours le même du lundi au vendredi, par exemple. Mais des fois, on peut avoir une tendance que notre meilleur moment de la journée, par exemple, peut être la fin d'avant-midi, mais que rendu au jeudi, vendredi, ça se peut que ça soit un autre moment aussi de la journée. Donc, de venir voir la vision d'ensemble, puis de venir voir un petit peu c'est quoi qui ressort pour une planification consciente de qu'est-ce qui serait raisonnable comme marge de manœuvre à se créer au fil de la semaine. Ça demande des temps de réflexion, mais c'est payant au fil du temps de prendre ces temps-là de planif. Vraiment. On nous a beaucoup parlé de difficultés à dormir, de difficultés à obtenir un sommeil réparateur à cause de la douleur. Est-ce que vous avez des conseils à offrir pour le sommeil? En fait, il y a tellement à dire sur le sommeil. J'ai l'impression que ça vaudrait la peine qu'il y ait un webinaire dédié uniquement au sommeil. Mais rapidement, les éléments clés qui me viennent, c'est vraiment l'hygiène de sommeil avec les routines stables de coucher, comme on se parlait tantôt, les routines stables de lever, l'exposition à la luminosité du jour. Au niveau de ce qui touche davantage le positionnement, c'est sûr que c'est possible d'avoir des stratégies, d'avoir des oreillers de support, que ce soit entre les genoux ou que ce soit devant le torse quand on dort sur le côté pour être en position câlin sur l'oreiller. Mais ça peut être beaucoup aussi du cas par cas selon la condition. Donc, ça peut vraiment être évalué par un spécialiste de façon personnalisée. Mais l'idée, c'est de bouger la nuit si besoin. C'est pas une posture de sommeil qui va être statique, qui va être aidante. Donc, on aurait bien beau se positionner
la façon la plus confortable possible avec les oreillers. Trop de statisme, ça peut augmenter les raideurs articulaires, les sensations d'ankylose. Donc, si les oreillers prennent le bord la nuit, c'est pas grave. On va les repositionner selon le besoin du moment. Si on a besoin de sortir du lit pour faire de la gestion de douleur, pour faire des micro-étirements, ça ne va pas nous réveiller et nous empêcher de dormir. Au contraire, c'est que ça va apaiser la douleur, ça va apaiser nos inconforts, puis on va être en mesure par après de retourner se coucher en étant davantage disponible à un sommeil récupérateur. Et ça, c'est toutes des stratégies aussi qui peuvent être faites avant le coucher, de venir voir est-ce que j'ai des modalités thermiques qui me feraient du bien avant de me coucher pour calmer le plus possible mon système nerveux, pour apaiser ce qui peut l'être. Donc, c'est ça, toute la gestion de douleur, que ce soit avant le coucher, que ce soit via le positionnement ou que ce soit la nuit, de dire je sors du lit, je fais ma gestion de douleur pour mieux revenir. C'est aussi des stratégies qui vont en fait aider à ce qu'on n'associe pas le sommeil et le lit à la lutte et le stress de mal dormir. Donc, de sortir du lit pour prendre soin de soi, de prendre soin de l'inconfort, ça va nous faire moins subir le stress d'un sommeil non récupérateur, ce qui va aider à la longue la qualité de notre sommeil. C'est vrai ça aussi, que ça devient stressant de vouloir essayer de dormir à tout prix dans certains cas. Mm-hmm. Marie-Michel, question, peut-être que vous pourrez, je ne sais pas si on a une réponse officielle à ça, mais est-ce que l'effet de la fatigue amplifie avec l'âge? Est-ce que dans votre pratique, c'est quelque chose que vous remarquez? En fait, c'est que la fatigue peut avoir des répercussions différentes selon les activités qui vont évoluer avec le temps, qui peuvent évoluer selon aussi les phases de vie qu'on a. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est possible, mais que c'est beaucoup du cas par cas. Mais que la fatigabilité, des fois, elle va se manifester soit plus rapidement ou avec un délai de récupération qui peut être aussi différent. Tu sais, je pense entre autres, des fois, les besoins de sommeil peuvent changer aussi avec l'âge. Donc, si notre sommeil qui est déjà limité est d'emblée aussi pas récupérateur en lien avec la douleur, bien, c'est sûr que ça peut venir impacter différemment la fatigue au niveau de la marge de manœuvre qu'on a pour les temps de récupération. Et justement, une petite dernière avant de se quitter. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour que les siestes ou En fait, est-ce que les siestes ou le repos en journée, ça peut être bénéfique aussi? Souvent, les gens nous disent, ben, je me sens désorientée, on dirait que je me sens plus fatiguée après une sieste. Est-ce qu'il y a des façons de maximiser le repos pendant la journée? Ben, en fait, les siestes, il y a des paramètres à connaître pour que ça soit davantage récupérateur que l'inverse. Donc, la durée va être importante. Quand on fait des siestes de moins de 30 minutes, on va demeurer dans un sommeil léger qui va nous aider à réduire la fatigue, mais sans venir augmenter les raideurs articulaires reliées à un positionnement fixe le jour et sans venir impacter la nuit suivante au niveau du sommeil profond. Aussi, l'autre paramètre par rapport aux siestes, c'est d'éviter de faire des siestes qui dépassent 3 heures de l'après-midi. Donc, une sieste qui est courte, une sieste qui est dans le bon créneau de temps, a le potentiel de nous donner un petit peu plus d'énergie pour arriver plus en forme le soir. Par contre, une sieste qui va dépasser 30 minutes, c'est qu'on va tomber en sommeil profond. Et là, c'est un peu comme si on vient piger dans notre banque de sommeil profond de la nuit suivante. Et ça peut faire en sorte aussi qu'on se réveille en étant vraiment en sommeil profond dans les minutes précédentes. Donc, on se réveille de la sieste en étant fatigué, en étant gommé. Et c'est là qu'on a l'impression que la sieste, elle a quasiment plus nuit que l'inverse. Donc, idéalement, c'est de prioriser des activités de gestion de l'énergie, de pause sensorielle, d'aller s'exposer à la luminosité, d'essayer
différents éléments plutôt que de prioriser en tout temps une sieste. Mais quand on sent que ça nous ferait du bien, c'est de se permettre de faire une sieste en respectant certains critères. Et pour les personnes qui sont malheureusement pris dans un cercle vicieux qu'ils ne dorment pas la nuit et qui dorment le jour par plusieurs petites siestes fragmentées, des fois, c'est de venir voir au niveau de l'hygiène de sommeil, ben, est-ce que mes siestes, je les fais dans mon lit et que là, j'associe que ma sieste, c'est ma nuit? Si oui, on peut venir voir, est-ce que le jour, je me garde la chambre pour la nuit et le jour, je vais davantage dans d'autres pièces de la maison? Est-ce que plutôt que de faire une longue sieste en après-midi, est-ce que je viens faire une pré-sieste en fin d'avant-midi, sans forcément dormir, mais faire un temps de repos forcé, où c'est qu'on va s'allonger, qu'on va fermer les sources de distracteurs pour arriver légèrement moins fatigué l'après-midi et que là, on puisse réduire le temps de sieste. Donc, il existe différentes façons pour sortir du cercle vicieux qu'on a déphasé nos phases de veille-sommeil, mais assurément que la luminosité, aussi le jour, est à considérer parce que de faire des siestes trop régulièrement le jour, ça déphase, comme on parlait tantôt, là. Fait que rapidement, pour les siestes, c'est vraiment la durée, le moment de la journée et les alternatives qui seraient mes 3 critères à considérer. Merci, je pense que ça a répondu à plusieurs questions. Euh, et je pense que le mot à se rappeler, ça va être s'adapter. Donc, je pense que ce qui résume bien, c'est l'adaptabilité à notre énergie. Alors, Marie-Michel, au nom de la Société de l'arthrite et de tous les participants de ce soir, je vous remercie énormément d'avoir accepté de nous offrir tous ces renseignements-là puis de répondre à toutes ces questions-là. Pour ceux pour qui, malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre, euh, soyez assurés qu'on les prend en note pour des futurs contenus. Parmi ceux qui sont parmi nous ce soir, on aimerait avoir vos impressions sur la présentation. Donc, vous devriez voir apparaître un court sondage à votre écran. Donc, je vous demande de cliquer sur la réponse qui représente votre opinion. La question étant, je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire. Et vous avez le choix entre fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas capables de répondre au sondage, inquiétez-vous pas. Ou si vous voulez nous donner des commentaires plus complets, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des courriels, on les lit tous. Sachez aussi qu'un sondage plus étoffé va vous être envoyé avec l'enregistrement de la présentation d'ici quelques jours. Donc, on apprécie vos commentaires, on les lit attentivement, puis on aime bien savoir ce qui vous intéresse. Marie-Michel l'a souligné, maintenir des relations, échanger avec des personnes qui nous font du bien, ça fait partie des clés pour mieux vivre au quotidien avec l'arthrite. Donc, si vous souhaitez partager votre expérience, découvrir ce qui aide à mieux gérer l'arthrite, discuter de vos trucs pour gérer votre fatigue, euh, si vous avez, on a des groupes pour l'arthrite inflammatoire, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, la douleur chronique. Donc, n'hésitez pas à participer à nos groupes de soutien qui sont là pour vous accueillir. Vous pouvez consulter le calendrier des séances sur arthrite.jnap.com pour connaître les prochaines rencontres. Évidemment, pour proposer des webinaires de qualité et soutenir la recherche sur l'arthrite, on a toujours besoin de votre appui. Donc, vous pouvez faire une différence dès aujourd'hui en contribuant sur arthrite.ca/données. On remercie évidemment tous nos commanditaires qui rendent les présentations possibles. Un énorme merci, Marie-Michel, pour ta présence avec nous. Ça a été extrêmement pertinent et très aidant pour tout le monde. Et en mon nom et au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir.